Hey, allez, c'est moi qui présente cette vidéo. Y a pas de raison que ce soit toujours l'autre qui en profite, hein. Ce bâtard m'avait mis en confinement dans les chiottes. J'ai réussi à me libérer tout à l'heure. T'as pas intérêt à filmer la vidéo. Hein? T'as pas intérêt à filmer la vidéo. Ouh, bah on dirait qu'il a réussi à enlever son baillon. Bon, juste une seconde. Voilà, donc, il se trouve que j'avais pas enlevé que le baillon, donc c'est bien moi qui fais la vidéo. Alors, on a déjà parlé de l'action de la BCE ici. Maintenant, parlons un peu de l'action du gouvernement français pour soutenir l'économie réelle. Premièrement, télétravail. On pourrait se dire, bon bah finalement c'est pas si grave, tout le monde télétravaille et puis c'est marre. Sauf que, il faut bien comprendre que tout le monde ne peut pas télétravailler. Pensez aux agriculteurs, aux soignants, aux ouvriers, etc. Et même pour ceux qui le peuvent, télétravailler ou travailler, pour faire quoi? Produire des trucs, c'est bien, mais il faut qu'il y ait une demande en face. Il faut des acheteurs, des consommateurs. Or, la grande majorité de la demande vient des particuliers confinés chez eux, qui consomment pas du tout comme d'habitude. Tout ce qui est loisirs, restauration, commerce non alimentaire, hôtellerie, transport, éducation, automobile, toutes les entreprises qui sont derrière ces activités n'ont plus de clients, donc elles n'ont plus de revenus, ou presque plus. Sans compter toutes les entreprises qui offrent des services aux entreprises que je viens de citer. Elles n'ont plus non plus de clients. Alors forcément, quand une entreprise n'a plus de revenus, mais doit néanmoins continuer de payer son loyer, ses assurances, ses échéances de crédit, ses factures diverses et surtout les salaires de ses employés, parce qu'il faut bien que les gens continuent de toucher de quoi payer les loyers, les factures et qu'ils mangent aussi. Et on a des entreprises qui vont droit vers la faillite, et donc toute une partie de la population qui va droit vers le chômage. Alors on fait quoi? On essaie d'empêcher les entreprises de faire faillite pour qu'elles puissent reprendre leur activité une fois la crise passée. Il faut qu'elles puissent continuer de payer ce qu'elles doivent, surtout les salaires, sans pour autant avoir de revenus. Donc solution numéro 1, puisqu'il s'agit d'un problème uniquement financier, la BCE, qui peut créer de la monnaie sans jamais faire faillite, couvre les dépenses des entreprises le temps que la crise soit passée. Bon, alors c'est toujours pareil, techniquement ça marche, mais les traités nous l'interdisent, et surtout, les mentalités sont carrément pas prêtes. Idéologie politique dominante, tout ça, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Solution numéro 2, les entreprises s'endettent. Comme la grande majorité des entreprises en France sont des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas accès au marché financier, les centaines de milliards du QE de la BCE n'atterriront pas dans leur poche. Il faut donc qu'elles puissent s'endetter auprès des banques. Le problème, c'est que, contrairement à la BCE, la planche à billets des banques, parce que oui, je vous le rappelle, à chaque fois qu'une banque fait un crédit, elle crée la monnaie, donc contrairement à la BCE, la planche à billets des banques n'est pas aussi sécurisée. En gros, la BCE ne peut pas faire faillite, alors que les banques, elles, le peuvent. Donc, quand on dit aux banques qu'il faut qu'elles prêtent aux entreprises, elles répondent « prêter aux entreprises, nous, ok, on veut bien, mais une fois que la crise est passée, si jamais les entreprises ne peuvent pas rembourser, on risque de faire faillite. » Du coup, l'État répond « pas de souci les gars, on met sur la table une garantie de 300 milliards. » En gros, pour un montant maximal de 300 milliards, le chiffre peut évoluer évidemment, l'État s'engage à rembourser les banques à la place des entreprises si jamais elles ne peuvent pas le faire. L'Allemagne a fait exactement le même genre de déclaration en garantissant 550 milliards. Donc ici, ce sont des dépenses publiques potentielles. On offre la garantie de l'État aux banques pour qu'elles n'hésitent pas à prêter à tout va. Sauf que voilà un graphe qui vous montre les niveaux d'endettement des ménages, des entreprises et de l'État français en pourcentage du PIB. Ce qu'on constate, c'est que les entreprises sont déjà très endettées. Or là, ce qu'on leur propose, c'est encore plus de dettes. Ça risque de rendre la reprise plus difficile. En effet, pour une entreprise, plus il y a de dettes à rembourser, plus on évite d'embaucher, d'investir, etc. Surtout que là, c'est de la dette qui sert aucun investissement. Normalement, quand une entreprise s'endette, c'est pour acheter un truc qui va lui faciliter la vie. Or là, c'est tout l'inverse. Donc, c'est une mesure importante pour éviter les faillites, certes, mais c'est pas indolore, et ça pose la question de la reprise. Est-ce que ça va vraiment reprendre ? La troisième solution, ce serait que quelqu'un prenne en charge les dépenses des entreprises. Alors on l'a déjà dit, la BCE c'est mort. Du coup, ce sont les États qui s'y collent. Le gouvernement français a annoncé un programme de 45 milliards d'euros pour aider les entreprises. L'aide se divise en deux parties principales. D'abord, plus besoin pour les entreprises de payer leurs impôts, donc plus d'impôts sur les sociétés et plus de cotisations sociales. L'État estime que ça va créer un trou dans le budget de l'État de 36,5 milliards d'euros. Ensuite, l'État débloque 8,5 milliards supplémentaires pour prendre en charge tous les salariés qui se retrouvent au chômage technique. Parce que oui, l'État a annoncé que les entreprises pouvaient mettre leurs salariés au chômage technique pour survivre à la crise. Et puis vous avez peut-être aussi entendu dire que les entreprises n'auront plus besoin de payer ni leurs factures énergétiques ni leur loyer. Sauf que ça, c'est laissé à la discrétion des entreprises énergétiques et des propriétaires fonciers. Donc en gros, il faut appeler son proprio pour lui demander si c'est ok de ne pas payer son loyer. Bon courage. Bon, alors d'où vont venir les potentiels 300 milliards, on espère quand même que ce sera beaucoup moins, et les 45 milliards d'euros? L'État va les emprunter sur les marchés financiers, d'où l'action de la BCE, le quantitative easing pour maintenir les taux bas. Alors forcément, la question d'après c'est, mais est-ce que ça risque pas de provoquer une crise de la dette? Après tout, on n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'argent magique, au passage, c'est sûrement l'affirmation la plus fausse qui soit, qu'il faut se serrer la ceinture, que l'État doit réduire les dépenses, etc. Alors pour bien comprendre, il faut avoir quelques ordres de grandeur en tête. Faisons un petit récap de ce à quoi ressemble le budget des administrations publiques françaises, qui, je le rappelle, se divise en trois parties, l'État, la sécurité sociale et les collectivités locales, donc régions, départements et communes. Alors, je vais tout agréger, mais si vous voulez du détail, il y a déjà une vidéo sur le sujet.
Donc, les administrations publiques dépensent, encore un rappel, les dépenses des uns sont les revenus des autres, bref, dépensent 1294 milliards d'euros. Ce sont les chiffres de 2017, mais ça donne un ordre de grandeur. Les dépenses se répartissent comme telles. Je détaille pas, je vous laisse faire pause si besoin. Du côté des recettes, voilà ce que ça donne. Ici encore, je détaille pas. Du coup, 1294 de dépenses pour 1240 milliards de recettes, ça nous donne un déficit public d'un peu plus de 53 milliards d'euros, auquel il faut rajouter 6 milliards pour la participation de la France au budget de l'Union européenne. Donc voilà, 60 milliards de déficit. Les administrations françaises dépensent plus que ce qu'elles gagnent, c'est une forme d'investissement dans l'économie, car les déficits des uns permettent les bénéfices des autres. Alors 60 milliards de déficit pour un PIB de 2300 milliards, ça nous donne 2,6% de déficit public, soit un peu en dessous des 3% autorisés par les traités européens. Si on rajoute les 45 milliards de mesures d'urgence et qu'on fait diminuer le PIB de 1%, ce sont les estimations actuelles de la récession qui nous attend, estimations qu'il faut mettre entre méga guillemets parce que la situation est beaucoup trop incertaine pour qu'on puisse prédire quoi que ce soit, mais admettons, ça nous donne un déficit public de 4,6% du PIB, donc au-dessus de la règle des 3%. Donc normalement, c'est pas bien, on se fait taper dessus, on peut se prendre une amende, tout ça. Sauf que, d'abord, il semble bien que toutes les mesures d'urgence prises par les gouvernements européens vont être considérées par la Commission européenne comme telles, c'est-à-dire des dépenses exceptionnelles. En fait, les traités européens permettent qu'il y ait des exceptions à la règle des 3%. Donc, en gros, on s'en fout de la règle. Au passage, si on est capable de mettre les règles au placard pour survivre à la crise du coco, peut-être qu'on pourrait envisager la même chose pour le changement climatique ou la réduction des inégalités ou d'autres trucs qu'on pourrait trouver importants. Bon, je dis ça, je dis rien. Ensuite, si on regarde l'historique des déficits publics français, on voit bien que moins 5%, c'est pas ce qu'on a fait de pire. Donc là, normalement, vous devriez me dire, alors a priori, pas de panique, tout va bien. Alors non, pas de panique, mais quand même, on va essayer de creuser un petit peu plus. D'abord, si on prend les chiffres du budget de 2017 et qu'on enlève 2 mois d'impôts sur les sociétés et de cotisations sociales des entreprises, c'est ce que l'État est en train de mettre en place, on a un trou de 88 milliards d'euros, donc un petit peu plus que les 36,5 milliards budgétisés pour le moment. Sachant qu'en plus, comme il y a moins de consommation et d'activité économique en général, il y aura aussi moins de TVA, moins d'impôts sur le revenu, moins de cotisations sociales des ménages, bref, moins de tout. Ensuite, 8,5 milliards pour le chômage partiel, c'est beaucoup et en même temps c'est pas beaucoup. Si on prend les chiffres de 2018, il y a 26,6 millions de personnes qui bossent en France, dont 5,5 millions de fonctionnaires. En considérant qu'une personne au chômage partiel touche 1300 €, ça permet de payer pendant 2 mois 3,3 millions de personnes, donc 15,6% de la population qui bosse dans le privé. Alors, est-ce que c'est suffisant ? Difficile à dire. Si on prend juste les gens qui bossent dans le commerce de détail, on a déjà 3 millions de personnes. Alors évidemment, les magasins alimentaires restent ouverts, mais pas les autres, donc... Si on rajoute tous les gens qui bossent dans la construction, dans la restauration, ça fait 2,2 millions de personnes en plus. Et si on rajoute tous ceux qui bossent dans l'industrie non alimentaire, ça fait encore 1,3 million de personnes à rajouter. Bref, avec une petite analyse d'ordre de grandeur, et attention, j'ai bien conscience qu'il ne s'agit que de ça, il semblerait quand même pas débile de penser que ça risque de coûter bien plus que 45 milliards. Et alors, me direz-vous, les dépenses des uns sont les revenus des autres. Oui, tout à fait, mais le problème c'est, qu'est-ce qui se passe une fois que la crise du coco est passée ? Pour le moment, la BCE fait tout pour que les marchés financiers ne s'opposent pas au financement des mesures prises par les gouvernements européens. Cela dit, si la BCE stoppe cette action, il y a de grandes chances pour que ça dégénère à nouveau en crise de l'euro. Rappelez-vous de 2008, la Grèce, l'Irlande, le Portugal et l'Espagne et l'Italie dans une certaine mesure augmentent leurs dépenses publiques pour sauver les banques et pour faire face au désastre social de la crise des subprimes. Puis, en 2010, les marchés financiers décident qu'ils ne veulent plus prêter à ces États parce qu'ils les trouvent trop endettés. On les force à passer en mode austérité, les dépenses publiques sont réduites, or les dépenses des uns sont les revenus des autres, donc les pays du sud de l'Europe se prennent une deuxième crise économique dans la tronche qu'on appelle la crise de l'euro. Du coup, la question qui se pose c'est, est-ce que les marchés financiers ne risquent pas de nous refaire le même coup ? On n'en sait rien, mais c'est pas impossible. Encore une fois, j'aimerais rappeler que tout ça n'est pas un problème technique, c'est avant tout un problème politique. Si on regarde ce qui se passe aux États-Unis par exemple, la Banque centrale américaine, la Fed, a annoncé qu'elle allait utiliser sa planche à billets pour donner, pas prêter, donner 1000 $ aux Américains les plus démunis, ceux qui risquent de se faire virer par les entreprises qui cherchent à éviter la faillite. Est-ce que ça ne risquerait pas de mettre la Fed en faillite ? Eh bien absolument pas, parce qu'une banque centrale ne peut pas faire faillite, sauf si elle manipule une monnaie qui n'est pas la sienne, genre la BCE endettée en dollars ou la Fed endettée en euros, et sauf si une idéologie politique la force à faire faillite. Plus d'infos dans cette série de vidéos. Donc en gros, via le pouvoir de financement illimité de la Banque centrale, on pourrait résoudre à peu près tous les problèmes d'ordre financier. Et attention, j'insiste, les problèmes d'ordre financier. Si le problème c'est la production, genre il n'y a plus de pétrole, on manque de matières premières, on n'arrive plus à produire assez de nourriture ou n'importe quoi d'autre, la BCE ne peut évidemment rien faire. Elle peut juste créer de la monnaie sans jamais faire faillite. Mais c'est tout. Donc bref,
D'un point de vue purement financier, la seule question c'est à quel point on est prêt à remettre en question nos idéologies politiques pour s'autoriser à considérer certaines solutions techniques, comme par exemple celle de distribuer des chèques à la population ou de donner des sous aux entreprises pour leur éviter la faillite. Parce que forcément, si la BCE se met à filer des thunes gratos à tout le monde et que ça marche, eh ben comment on justifie derrière les réformes, les réductions budgétaires, les « il n'y a pas d'argent magique », les « on vit au-dessus de nos moyens », etc. Donc pour conclure, l'État français met 300 milliards de garanties pour aider les entreprises déjà surendettées à s'endetter davantage. À la fois c'est une solution, à la fois c'est pas forcément idéal pour la suite. L'État met également 45 milliards qu'il va falloir emprunter sur les marchés financiers pour cette fois prendre à son compte une partie des dépenses des entreprises. Ça veut dire plus de déficit public, donc plus de dette. Mais le risque, c'est pas la dette en elle-même, c'est plutôt le fait que les marchés financiers pourraient très bien décider de ne plus prêter à l'État français ou aux autres États de la zone euro, ce qui déclencherait une nouvelle crise de l'euro. Et puis évidemment, il y a aussi le risque que la facture soit beaucoup plus salée que seulement 45 milliards. Il existe des solutions techniques différentes de celles qui sont prises actuellement, notamment celles liées au pouvoir financier de ouf-gueudin de la Banque centrale, mais les traités européens nous empêchent de le faire chez nous, et surtout, les croyances et les carrières politiques des uns et des autres sont des résistances puissantes à ne serait-ce que l'étude de ce genre de solutions.